et dont il a déjà été fait allusion, M. Ardillon. Groupe Terrena, 2 mots sur Terrena. Pour reculer, pour lancer. C'est prévu peut-être. Je me souviens plus. Ah, sûr. Non, je me souviens plus. Bon, 2 mots sur Terrena. C'est tard, malheureusement. Donc 2 mots sur Terrena. Terrena, coopérative agricole de l'ouest de la France. Donc, si on n'est pas les locaux de l'Étape, on n'est quand même pas très très loin. On est sur Nantes-Angers. Moi, je vais vous parler non pas d'une blockchain ou d'outils, mais je vais vous parler d'interopérabilité entre les acteurs et de traçabilité filière de bout en bout, d'une expérimentation qui est en cours aujourd'hui, qui va se décliner en grand public et jusqu'au consommateur final dans les semaines et les mois qui viennent. Je ne vous donnerai pas les dates, ça c'est confidentiel et je me laisse les annonces. Mais voilà, vous parlez d'un projet qui est né il y a maintenant 3 ans, un petit peu plus, 3 ans et demi, dans un programme académique où on a regardé comment faire de la traçabilité sur nos produits. Et en particulier, on parlait de porc, donc l'expérimentation menée par Walmart sur le porc en Chine. Terrena l'a fait, non pas avec Walmart, mais avec Système U, à des acteurs, on va dire, de taille plus raisonnable, sur une filière bien identifiée, et on a regardé comment faire de la traçabilité de bout en bout sur un lot de barquettes, de côtelettes de porc. Et on a mis 4 heures, un petit peu moins, 3h40 pour remonter toute la chaîne entre une barquette achetée et l'agriculteur qui avait élevé la barquette, et le porc qui s'est retrouvé dans la barquette. Et là, on s'est dit, c'est bien, tant que je suis dans des problématiques de contrôle qualité, d'audit réglementaire, d'audit sanitaire, de rappel, de retrait-rappel de produits, on est dans les bons timings. Si on veut aller plus loin, et on ne parlait pas encore de traçabilité jusqu'au bout du bout, quasiment en temps réel, on était un petit peu précurseur, on s'est dit 2 heures, 3 heures, ça ne conviendra pas. Il va plutôt falloir être sur l'ordre de 2 à 3 secondes que de 2 à 3 heures. Donc on a commencé de réfléchir, de travailler un petit peu sur ce qu'on pourrait faire, et on s'est rapproché d'un acteur spécialisé dans les normes et dans la diffusion des problématiques supply chain, qui est GS1, GS1 France, donc les gens qui éditent les codes barres, entre autres, et toutes les normes associées, et pour voir comment on pourrait, ensemble, travailler sur des mécanismes de compréhension de nos filières et de circulation des données dans la filière. Et c'est tout ça que je vais essayer de mettre maintenant en 27 minutes, parce que j'en ai déjà mangé 3 sur les 30. Donc j'avais bien un petit panneau sur Terrena. Donc Terrena, coopérative agricole, aux alentours de 30 000 adhérents, un petit peu plus. Hein. Mon chiffre date un petit peu. 16 000 salariés, très présent dans l'ouest de la France, présent à l'export, fournisseur de MDD et de marques propres. Et je vais vous parler de nos marques propres, en particulier la dernière en date, la Nouvelle Agriculture, qui va être on va dire le porte-étendard de tout ce qu'on va vouloir faire en termes de traçabilité. Étant les numéro 2 de la volaille en France, je parlais beaucoup de volailles, on est challenger et on se doit d'apporter de l'innovation, on se doit d'apporter une différenciation sur nos produits, et c'est la traçabilité, la valorisation des pratiques agricoles qui va faire cet enjeu de différence. Et notre enjeu en tant que coopérative, c'est dans notre ADN, hein, les agriculteurs, c'est notre source, c'est notre origine, et c'est ce que l'on, sans plagier, hein, bien évidemment, la plateforme de BV, mais c'est nous, c'est nous. Et aujourd'hui, on collecte d'ores et déjà beaucoup d'informations. 30 000 adhérents, ça commence à faire quelques informations, hein, quand même qui rentrent dans nos systèmes, mais on les utilise assez peu. Et au final, sur toutes les chaînes agroalimentaires, quand on regarde toute la chaîne de valeur, les seuls qui utilisent les données de source, de traçabilité, d'origine, sont essentiellement les metteurs en marché, industriels ou distributeurs, et c'est eux qui captent la valeur, hein, puisque je rappelle que plus on est proche du consommateur final, et plus la part de valeur captée est importante. C'est du marketing, c'est le principe de la distribution de base, on apprend tous ça en école de commerce, voire même avant, ça c'est dans les cours d'économie des lycées, c'est le principe. Donc on s'est dit comment faire pour que chacun des acteurs des sources, des chaînes agroalimentaires puisse revaloriser, puisse capter une partie de la valeur. Je vais vous donner un chiffre qui, moi, quand je l'ai entendu, parce que moi je ne viens pas du tout du monde de l'agroalimentaire, hein, avant ça, m'a fait froid dans le dos. C'est qu'aujourd'hui, sur un produit
que vous achetez, ou sur 100 euros, on va dire, de valeur ajoutée générée dans les filières agroalimentaires, seulement 8 euros reviennent à l'agriculture. Pas à l'agriculteur, à l'agriculture. Vous mettez la COP, vous mettez les fournisseurs d'intrants, vous mettez les agriculteurs bien évidemment. Donc dans tout ce petit chiffre, parce que 8 sur 100 c'est quand même pas énorme, il faut que tout le monde vive, et les 8 sont partagés en France sur à peu près 300-350 000 agriculteurs. Donc ça commence à faire une valeur qui est très fortement répartie, là où les 92 restants, on va prendre que la partie de la distribution, c'est réparti sur 5, bon, donc c'est un petit peu, c'est pas tout à fait la même chose. Et ces données, nous, on les capte déjà, mais on les capte pour en faire autre chose. C'est-à-dire que nous, on a développé des outils d'aide à la décision qui permettent de faire gagner en performance les exploitations. On a développé des systèmes logistiques, on a développé tout ça. Et donc, on s'est dit, toutes ces données-là, il fallait en faire autre chose et leur donner une deuxième vie. On a la chance, c'est que dans l'industrie du digital, dans toute l'économie du digital, le pétrole, c'est la data. Et contrairement au pétrole qu'on met dans la voiture, lui, il n'est absolument pas du tout en phase d'extinction. Il en s'en génère de plus en plus, tous les ans, chaque année. Donc, on a une matière première avec des ressources qui sont disponibles. Et on s'est dit comment faire pour pouvoir aller chercher une deuxième vie, donc un premier raffinage, un deuxième raffinage, un troisième raffinage à ces données pour les amener jusqu'au consommateur final et faire en sorte que chacun puisse trouver sa valeur. C'était le point de départ, et donc on a regardé et on a analysé ce qu'on était capable de faire. Et on s'est rendu compte que tous nos distributeurs nous demandaient leurs données, enfin nos données. Et ils nous les demandaient, je vais repartir en sens inverse, dans leur format informatique. Donc il fallait se connecter à leurs outils. Donc je reprends le cas de tout à l'heure. Moi je suis fournisseur, j'ai en face de moi 4, 5, 6, 10 plateformes, 10 gros sites, 10 interfaces, 10 fois les coûts. Et bien évidemment, je ne peux pas les impacter parce qu'en plus, comme j'en ai que 10, de toute façon, eux, ils me demandent tous les ans moins 1, moins 2%, donc à un moment donné, les coûts, eux, ils ne bougent pas. Ils les demandent dans leur langage. Alors pas dans leur langage informatique, dans leur langage sémantique aujourd'hui. C'est-à-dire que, et donc on va perdre notre spécificité. Carrefour, quand ils veulent mettre en avant une origine de produit, ils vont dire origine France. Je dis Carrefour, je pourrais en dire un autre. Intermarché, quand ils vont mettre en avant un produit, ils vont peut-être dire le local pour eux, ça ne veut peut-être pas dire France, ça veut peut-être dire la région ou le département, et pourquoi pas la commune. Donc cette notion-là de local, l'expression, le sens du mot local, n'est pas le même pour tout le monde. Ça veut dire que sur d'autres événements, on perd la main sur une spécificité qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas si je suis clair. Je sais qu'il est presque midi, vous avez probablement faim, moi aussi. J'essaye de faire le plus clair possible. Mais, donc, si je vous dis que je mange un petit steak, un gros steak, j'ai faim, est-ce que c'est 120, 130, 140, 240, 300, 400 grammes si je suis vraiment voire plus. La notion de gros steak, elle est propre à chacun et c'est ma spécificité. Ben là, c'est exactement la même chose. La notion d'un mot, le sens d'un mot, d'un événement, c'est l'acteur qui va le valoriser, qui va le prendre ce mot. Alors c'est pas très grave tant qu'on est sur la distribution où chacun a à peu près une connotation ou un sens à peu près équivalent. Merci GS1 d'avoir standardisé un certain nombre de choses. Mais de plus en plus, le consommateur, lui, n'est pas forcément dans cette logique-là. Il faut savoir que si on va prendre un événement, quand on va parler de poulet, je vais prendre un événement malheureux mais obligatoire, l'abattage du poulet. Quand j'abats mon poulet, moi en tant qu'industriel, j'ai un acte qui est l'abattage, qui derrière fait référence à un certain nombre de choses. Dans ma tête, dans mes cahiers des charges, il y a des contrôles qualité, il y a des respects sanitaires, il y a tout un tas d'éléments importants qui sont cachés derrière le mot abattage. Si jamais je me positionne, toujours sur cet événement d'abattage, sur ce qu'on se fait sur du poulet halal, je ne l'abats plus, je le sacrifie. J'ai un acte un petit peu différent, parce que je ramène des connotations religieuses liées à un acte qui est fait, la petite prière à la Mecque, etc., au moment où on l'égorge. Ça veut dire quelque chose. Bon. Mais globalement, je suis encore dans une connotation, là encore, très cahier des charges, très procédurale, très processus du sujet. Je m'appelle L214. Mon poulet, je ne l'abats plus, je l'assassine. C'est juste le même acte. Donc, si on peut éviter que le mot abattre soit le mot assassiner, ça m'arrange. Et c'est surtout en étant maître de ce discours-là, je vais être maître de l'histoire que je veux propager jusqu'au consommateur final demain. Et puis, dernier point important, tous les distributeurs qui veulent faire le lien jusqu'au final nous demandent ces données.
Ils nous les demandent gratuitement, puisque c'est eux qui vont les mettre en avant, et c'est eux qui vont les mettre... ils sont demandeurs. Donc on leur donne aujourd'hui quasiment gratuitement ces données. Je dis quasiment gratuitement, ça dépend des personnes. Donc c'est une perte de valeur extrêmement importante pour les filières agroalimentaires et pour tous les acteurs de la filière agroalimentaire. Et en tant que coopérative, on a cette obligation morale, je ne sais pas dire presque un engagement, mais c'est ça, de valoriser toutes ces données et d'aller chercher des pistes de création de valeur supplémentaires pour nos adhérents, puisque il y a quand même de moins en moins d'agriculteurs en France et ils ne vont pas de mieux en mieux. Et donc on s'est dit que l'un des principaux enjeux, c'était de faire de la traçabilité, de mettre la traçabilité au cœur même du sujet, puisque c'était la demande, et de recréer Solid. Et on l'a mis au cœur de notre marque. Alors je vais vous passer un petit film, je vous rassure, il fait 1 minute à peine, qui va vous donner le cadre de ce que l'on veut faire. Le poulet, la nouvelle agriculture, moi je sais pourquoi il est bon. Je sais que c'est Damien qui l'a élevé ici à Antigny. Bientôt ces poulets, on pourra les suivre à la trace. En tapant le numéro de l'eau, vous aussi vous saurez. Vous saurez que le poulet a été nourri sans OGM, avec du blé qui vient de cette parcelle. Avec du tournesol qui vient d'ici. Avec du maïs français et sans OGM. Avec du colza d'ici. Vous saurez que Damien a ajouté des graines de lin, riches en oméga 3. Vous saurez que Damien élève ses poulets sans antibiotiques. Vous saurez que les poulets naissent ici, à la ferme. Damien s'engage pour la traçabilité et c'est super. Découvrez d'où vient votre poulet sur le site jeproduis.com. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Pour la vie, pour l'avenir. Donc ça, c'est pas du pilote, hein. Ça tourne, jeproduis.com, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, c'est le premier étage de la fusée. On est capable de remonter sur tous nos lots de poulets, de vous dire précisément quels sont les éleveurs, quel est l'éleveur qui a élevé le poulet que vous mangez. Ça c'est bien, et en plus c'est l'éleveur qui se présente lui-même. C'est pas encore l'éleveur qui fait lui-même ses propres photos, parce que pour avoir des photos jolies, on a demandé à nos équipes marketing d'aller faire des vraies photos, à des professionnels. Mais les photos, c'est bien des photos de l'éleveur dans l'exploitation. Et ça, on s'est dit, c'est bien, c'est la première étape. Les personnes qui sont à l'origine de ce projet sont dans la salle. Merci Claude. Sans toi, je suis pas sûr qu'on serait arrivé là quand même aujourd'hui. Le projet, on l'a démarré, on l'a présenté au Salon de l'Agriculture, ça en 2016, 16, de manière très confidentielle auprès de quelques clients. On avait juste 2 ans d'avance sur Carrefour. Hein. C'est exactement la même chose. On s'est dit, c'est bien, mais on va aller plus loin. Alors, on avait 2 ans d'avance, certes, mais on n'avait pas 2 ans d'avance en communication. Donc, malheureusement, on s'est fait un peu doubler, on ne savait pas. Voilà. On peut pas être bon partout. On peut pas être bon partout, non. On reste une boîte d'ingénieurs, hein, donc on est bon sur les outils, on est bon sur la méthode, sur les process. La communication, c'est pas notre force. On s'est dit comment faire pour aller plus loin, parce qu'au final, l'enjeu, c'est bien de parler des agriculteurs, mais on est dans une filière, et nous, groupe coopératif, et agroalimentaire aussi, hein, on a des usines de transformation, on est aussi acteur industriel. On s'est dit comment on pourrait faire pour valoriser toutes nos filières, parce qu'on a des bonnes pratiques sur l'ensemble de la filière. On a des pratiques de bien-être animal qu'on est capable de mettre du couvoir jusqu'à l'abattage en protection, de le travailler vraiment sur toute la chaîne, pour citer que cet exemple-là. On a des problématiques de proximité, de compréhension industrielle de notre territoire. Donc voilà, on s'est dit comment on pourrait faire pour aller plus loin que juste mettre l'éleveur qui a élevé le poulet que l'on mange ou le porc que l'on mange. Donc on a cherché à aller apporter la preuve, et aujourd'hui, bon, les filières agroalimentaires, ça a été dit suffisamment juste avant, c'est le plan du métro de Paris, vous enlevez les lignes et vous gardez que les points. Et puis tout le monde veut communiquer avec tout le monde. Donc perte de système, pas de vision globale, au moins on est clair, des ruptures de process, de flux d'informations, on en a tous les jours, perdre une palette, c'est pas rare. On les retrouve heureusement, mais c'est pas rare. Et donc on s'est dit, comment faire, on a besoin de recréer du lien, d'apporter la preuve, et donc on a cherché à reconstruire les lignes de manière dynamique pour faire en sorte que les filières soient valorisées. Ça c'est le premier cas, de pouvoir parcourir ces lignes et retracer les histoires des produits, aussi bien en redescendant le produit, c'est-à-dire d'où vient le produit que j'ai mangé, ou que je vais manger, mais également dans le sens remontant, c'est-à-dire où va le poulet que moi, agriculteur, j'ai élevé. Là déjà on commence de rentrer dans des complexités un petit peu plus importantes, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Hein. Un poulet c'est facile,
Quand j'ai un poulet vivant, j'ai 6 morceaux de découpe après, et beaucoup de références sur ces 6 morceaux de découpe. Donc ça commence à devenir un petit peu plus difficile de retracer un arbre quand on est dans la montée. On commence d'y arriver. Ça c'était pratique. Puis de naviguer un petit peu comme le plan métro. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le poulet. Et au final, tiens, l'aliment, d'où ça vient? Et hop, je bascule et je suis la filière de l'alimentation et je remonte dans le végétal. Pourquoi pas revenir dans l'animal après, etc., etc. Et sans sens préétabli, donc en montant, en descendant, à gauche, à droite. Donc là, pas mal déjà. On s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu mieux encore? Parce que, bon là, ça va, mais on n'est que sur l'impossible. Hein, donc pour l'impossible, hein, je rappelle, c'est en cours. On s'est dit, si on tentait le miracle pour avoir un peu plus de délai. Et donc le miracle qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le faire de manière dynamique par rapport aux enjeux sur lesquels qui nous intéressaient réellement. Donc là, oui, là, je confirme qu'il y a un peu de délai quand même, parce que c'est pas totalement simple de l'identifier, de bien comprendre ce qui est du ressort d'une pratique de bien-être animal ou autre. On pourra en reparler pendant le repas ou pendant les tables rondes de cet après-midi, probablement. Là, ça nécessite d'interpréter les données de manière un petit peu plus forte, et déjà le premier enjeu de visualiser, de comprendre les données, est déjà un premier enjeu. Geoffroy l'a très bien dit tout à l'heure, le premier enjeu quand on fait ce type de démarche, c'est de comprendre nos filières, de comprendre les pratiques, de les expliquer, de les cartographier. C'est même pas la peine de se lancer dans ce type de démarche, sinon on ne démarre pas par ça. Et c'est pas évident à comprendre ou à faire comprendre. Hein. Croyez-moi, ça fait 2 ans que c'est tous les jours qu'il faut le rappeler. Alors quand on parle de traçabilité, on parle de beaucoup de choses. On parle bien évidemment de compréhension, de certification, de labellisation. On parle de compréhension des origines, avec des trous qui sont volontaires ou pas. En tant qu'industriel, je n'ai pas forcément envie de montrer que mon produit il est passé par tel abattoir. C'est pas parce que j'ai honte de mon abattoir, hein, parce que j'abats un produit, ou un poulet, il ne faut pas chercher plus loin. J'ai peut-être envie de masquer certaines choses, une massification profonde. Je peux avoir des ruptures dans la chaîne de traçabilité. C'est pas une perte de traçabilité, je change de maille. Donc quand je suis sur du poulet, c'est facile parce qu'un lot de poulet de 30 000 poulets en entrée d'un lot industriel, ça fait un lot de blanc de poulet de 30 000. Enfin, de 60 000. Je suis sur un... Non, mais je peux en envoyer à d'autres endroits, c'est pour ça. Globalement, je suis quand même sur des lots qui ont des tailles industrielles. Quand je parle d'une vache, le lot d'entrée, c'est la vache, et que je veux basculer sur des côtes, des entrecôtes, je vais aller beaucoup plus loin pour trouver les 30 000 entrecôtes. Il va falloir beaucoup de vaches. Donc, je vais perdre cette traçabilité unitaire, en tout cas, je vais perdre ce lien direct entre le produit et là d'où il vient. Donc, je change de maille, je change de perception. Mon prisme évolue sur la traçabilité que je peux donner. Et donc, c'est pas simple à amener, marketingement, informatiquement, en termes de communication, et puis surtout ce que vous pouvez imaginer à côté, vis-à-vis du consommateur ou autre. Puis je passe sur tout le reste, alors là, vous êtes encore plus expert que moi sur ces sujets. Donc, pour pouvoir faire ça, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire tout seul, parce que l'enjeu n'est pas qu'à la maille de Terrena. Ça n'a de sens que si c'est la totalité de la filière qui le prend, les interprofessions, les écosystèmes complets sur lesquels on est. Et donc, on est en train de construire un nouvel écosystème autour de la traçabilité dans les filières agricoles et agroalimentaires. On le fait avec GS1, qui nous apporte des méthodes, de l'habitude, une compréhension de la chaîne, les acteurs, et la capacité de mettre tout le monde en commun autour de la table. C'est leur métier, c'est de mettre autour de la table des concurrents qui ont des intérêts communs. L'intérêt commun, c'est la traçabilité, c'est l'échange, c'est l'interopérabilité des données, c'est l'interopérabilité des produits, c'est l'interopérabilité des actions. Donc GS1, vous les connaissez, je passe, de toute façon vous aurez les slides, donc vous aurez les chiffres. Oups. Donc 5 minutes encore, c'est ça 10 petites. Ou ça, 10. La traçabilité, comme je le disais, ce n'est pas seulement l'affaire d'une personne, c'est un enjeu commun, ça nécessite de travailler en réseau. C'est là où on va commencer de voir apparaître des notions que l'on pourrait imaginer. L'informatique traditionnelle, c'est l'informatique de la massification. L'industrie traditionnelle, c'est l'industrie de la massification. J'amène à très peu d'endroits, grande quantité de produits, que je ressors dans beaucoup d'autres choses. J'ai donc des points uniques de concentration. Je mets toutes les données dans une grosse base de données centrale que je rééclate après vers différents acteurs. Les écosystèmes de traçabilité, tels ou
ou autres, tels qu'on est en train d'essayer de les construire, les enjeux business qui existent aujourd'hui, qui sont un petit peu différents, font que ce nombre de bases centrales diminue, enfin, le nombre de bases augmente, mais la taille diminue, donc on rentre plutôt sur l'économie du réseau. Et c'est là où des technologies, où les concepts, je vais parler de concepts, qui sont utilisés par exemple dans la blockchain, où tout le monde est propriétaire, où tout le monde a une vision sur l'information, c'est le réseau qui prime sur le central ou la massification. Et si vous deviez retenir qu'une seule chose sur la blockchain, ce serait probablement celle-là. Et donc pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être interopérable, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde discute, c'est pas une problématique de technologie, c'est pas une problématique d'interface, c'est une problématique de langage et donc de standard d'expression des données. Si je commence de vous parler en anglais, je ne devrais pas perdre trop de monde. Tant que je continue en français, ça va aller, quoique. Ça, c'est ma femme qui dit ça parfois, c'est pas... Si je parle en anglais, je pense que ça devrait aller aussi. Si je commence de parler en allemand, c'est pas gagné. En grec, voilà. En russe ou en chinois, je vais perdre à peu près tout le monde. Et puis si en plus je me mets à le faire en dansant, je pense que c'est mon propre langage. Et au-delà du fait que si je commence à danser, il risque de pleuvoir, on risque de pas se comprendre. Et donc pour pouvoir être tout ça, il y a de la marge, ouais, je sais, mais ce serait quand même dommage pour ceux qui rentrent à la rame ce soir de devoir se prendre une grosse saucée. Toujours est-il que pour pouvoir échanger dans tout cet écosystème, il faut que tout le monde parle le même langage pour qu'on se comprenne. C'est le principe de la tour de Babel, il faut pouvoir arriver à ce que tout le monde se comprenne. Aujourd'hui, les langages que l'on utilise sont très présents et sont parfaitement déployés à partir du moment où je rentre dans l'industrie jusqu'à la sortie de classe. C'est le même standard. SIL, c'est GS1. Avant, c'est beaucoup plus compliqué, pour ne pas dire inexistant, et après, on voit fleurir aujourd'hui nombre d'applications, de systèmes qui permettent d'utiliser les données, là aussi avec plusieurs sources, la dernière en date étant Yuka ou Yaquaddan, pour citer deux applications qui permettent de savoir ce qu'il y a dans les produits. Je ne jugerai pas la pertinence des informations qui sont dedans, mais en tout cas la pertinence des applications ou leur sens moral. Toujours est-il que si vous prenez Yaquaddan, ils utilisent a priori ce qu'il y a dans leur référentiel fournisseur, dans leur référencement, puisque c'est Système U qui le fait. Et si vous regardez ce qui est fait par Yuka, ils utilisent Open Food Facts. Aucune des deux bases n'est quasiment alimentée, ou en tout cas très peu, par les distributeurs ou par les metteurs en marché. Alors, même si Open Food Facts, même si Yuka commence à dire qu'ils utilisent des structures type Alchemix, on en est encore loin et le pas à passer est encore important. Donc si on est capable demain d'avoir une information de référence sur les produits, ou en tout cas d'avoir une information qui peut se reconstituer dynamiquement en fonction de ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus facile. Et pour ça, il faut le même langage. Et c'est là où le partenariat que l'on a avec GS1 est important. On utilise un langage qui a un gros mot, un mot barbare qui s'appelle F6, qui est un langage événementiel sur lequel on va enregistrer des événements sous ce format-là. Et ils auront toujours la même forme. Sur quel produit je travaille. Donc là, en l'occurrence, un lot de volaille. Où je le fais. Dans une exploitation, dans une usine, sur un automate, dans un bâtiment. Quand je le fais, et qu'est-ce que je fais. En l'occurrence, je le nourris, je l'abats, je le découpe, je le vends. Et tout ça, c'est standardisé, c'est inscrit dans des grands dictionnaires de langage, interopérables et distribués partout dans le monde. Et donc, ça existe. Ça existe. Ça, c'est en cours. C'est en cours, entre autres, parce qu'il y a des acteurs qui se sont penchés et qui se sont dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aujourd'hui, nous, on pousse pour que d'autres acteurs du monde agricole rejoignent fortement le board, ou en tout cas les statuts de GS1. Nous, on y est, on est présent au board de GS1 de France, pour justement influer, essayer d'appliquer un petit peu plus les standards et de les déployer et les écrire, parce qu'ils sont encore à écrire. Et surtout, parce que je parle de standards, je suis totalement indépendant du système qui va le porter par derrière. Ça peut être une blockchain, ça peut être une base de données classique. Et au final, moi, sur une filière que je maîtrise totalement, la blockchain, j'en ai pas besoin. Hein. Je me connais, je me fais confiance, a priori. Je fais confiance à mes distributeurs. La blockchain n'a d'intérêt que si je suis entre acteurs qui ne se connaissent pas ou qui n'ont pas naturellement la confiance entre ça. Et
Et au final, on pourrait presque penser que toute cette logique de blockchain, c'est un miroir aux alouettes, hein, c'est un joli mirage aujourd'hui qu'on commence de nous faire miroiter, tant qu'on n'a pas les standards, et juste utiliser le mot blockchain, ce qu'a fait Carrefour très très bien. C'est pas contre IBM, hein, non, parce que on s'est vu en plus, pas pour préparer, parce qu'il n'y a pas d'entente sur ce qu'on s'est dit, mais c'est pas une critique contre IBM ou autres fournisseurs de technologie. Mais c'est que tant qu'on utilise, et si on se limite à juste utiliser le mot blockchain, ce qu'a fait Carrefour, on va potentiellement les faire croire et laisser penser des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas blockchain qui est important, c'est tous les principes qui sont avec. C'est tout ce qu'on peut mettre derrière. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, si j'écris dans la blockchain des choses en français, si j'en écris en anglais, je ne serai incapable de les faire se comprendre si j'ai pas les traducteurs ou si j'ai pas des mécanismes à côté qui me permettront d'avancer. D'où l'aspect de travailler plutôt sur le langage que sur la technologie qui le porte, et en étant agnostique à ça, c'est évident que demain on utilisera de la blockchain pour tout ou partie du périmètre. Alors, pourquoi GS1 ? Je vais essayer de faire assez vite, en plus ils ne sont pas là, donc d'habitude c'est eux qui le présentent ça. C'est un tiers de confiance, c'est une association à but non lucratif, pilotée par ses membres. Bon, même si en France c'est une SA qui porte une SAS qui porte le sujet, ça reste au niveau mondial une structure plutôt régie par les codes associatifs. Et dont l'enjeu c'est d'avoir des espaces de création du business pour permettre les échanges. GS1 ça veut dire Global Standard One, donc c'est un standard mondial. Plus compliqué que ça, et c'est bien un enjeu piloté par ses membres, défini par ses membres, c'est pas GS1 tout seul qui le fait, ils ont des groupes de travail, c'est long à mettre en place, c'est long à se déployer, et c'est long à se mettre à jour. Mais c'est ouvert. Et avec eux, on a co-créé une plateforme sur laquelle chacun des acteurs va pouvoir venir mettre de la donnée dans les formats qu'il souhaite. Il va être au même principe que ce que fait Walmart. Walmart, il l'exige de leurs fournisseurs. Nous, on a co-créé quelque chose pour que tout le monde puisse partager. Mais le principe, au-delà de ça, est exactement le même. Il y a une interface standardisée de collecte de données. Je crois d'ailleurs que la plateforme est compatible avec la norme PCIS, l'IBM Food Trust. Donc, vous voyez, on est complémentaires, on n'est pas du tout en opposition sur les pratiques. C'est juste la logique commerciale qu'en fait Walmart qui n'est pas la même que celle qu'a GS1. Oui. Je vois données commerciales mises en commun. Qui met en commun de l'information là-dessus au sens acteur, est-ce que ces acteurs d'un même niveau horizontal de production ou de vente, ou est-ce que c'est une chaîne verticale? Non, c'est chaque acteur qui va décider de mettre ou pas des données qu'il souhaite partager ou pas. Mais les acteurs, ils sont où sur le niveau, sur un même marché? Est-ce qu'ils peuvent être sur un même marché? Ah oui, ça peut être Système U et Carrefour qui décident tous les deux de mettre des données sur la plateforme. Y compris sur leur revente. Ça, sur un plan juridique, par exemple, c'est éminemment dangereux. Alors, c'est là où je vais le deuxième slide qui vient par derrière. C'est que ces données, elles peuvent être de la même façon que ce qui a été dit avant, elles peuvent être totalement publiques. Donc, chaque acteur décide que les données sont totalement publiques. Elles peuvent être totalement privées. Je décide, je mets ces données, ou juste une empreinte de ces données, ou juste le fait de dire que ces données existent en disant elles sont totalement publiques ou privées ou partagées entre quelques acteurs en donnant les droits. Et chacun des acteurs qui poussent les données est responsable des droits qu'il affecte dessus. Quand je disais qu'on parlait des principes de la blockchain, celui-là on l'a repris totalement dès le départ. Et puis chacun des acteurs pourra faire des choses. On parlait de données commerciales, ça peut être des statistiques, ça peut être des données un petit peu différentes, anonymisées. Enfin, je sais pas, sur tout le côté technique, RGPD ou autre, c'est des sujets qui sont, on est pour l'instant à l'état de maquette, même si c'est une maquette un peu plus industrialisée, en tout cas sur des centrales industrielles. Il y a beaucoup de choses qui cherchent, le modèle économique se cherche encore, le type d'acteur qui pourrait rentrer ou le type de données qui pourrait transiter se cherche. On est sur quelque chose aujourd'hui qui se veut très large. Je pense qu'on va être beaucoup plus restreint, en tout cas dès le début, dans la fenêtre des données qu'on pourrait partager. Et bien c'est parfait parce qu'il me reste 2 minutes. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On avait des usines de transformation qui poussaient des données, donc abattoirs, du atelier de découpe ou autre, elles les poussaient quasiment déjà dans les standards de GS1, donc c'était facile. Et ces données-là, on les a poussées. On a un amont agricole qui est déjà fortement numérisé, digitalisé. On est en train de pousser les normes pour amener les identifiants agriculteurs, produits, sur toute la chaîne, pour faire en sorte que le produit soit reconnu partout. Donc pour l'instant, on le retraduit. C'était une des grosses parties du travail, c'était de le retraduire. Là aussi, on a poussé les informations. Puis on a créé un portail de données, de visualisation de données.
Je vais avoir quelques copies d'écran après par derrière, parce que les vidéos, j'ai pas osé. Pas une deuxième en tout cas. Donc c'est un portail sur lequel vous accédez. Ça peut être via un QR code, n'importe quoi. Là, c'est de la démo. Hein. Donc vous rentrez un code barre ou un identifiant GS1 sur un produit non fini. Un code barre, c'est très le produit final, grande conso, mais ça pourrait très bien être le code produit d'un poulet vivant. Vous rentrez un numéro de lot, qui donc lui n'est pas standardisé, puisqu'aujourd'hui GS1 ne standardise pas les numéros de lot, peut-être heureusement. Et puis vous avez une carte qui se calcule automatiquement en fonction du code produit et qui retrace toute l'histoire du lot de produits que vous avez. C'est une présentation différente de ce que montrait Geoffroy tout à l'heure, avec les 5 étapes ou les 3 acteurs. Là, voilà, on fait une présentation en carte sur ce produit-là. On retrouve bien le code produit, donc c'est en l'occurrence une cuisse de poulet blanc en sortie de découpe, donc c'est pas un EAN qu'on a rentré volontairement, c'est bien un code produit d'un produit semi-fini. Le EAN, ce serait le produit par 2, par 4, en marque X ou Y, la nouvelle agriculture tant qu'à faire. Le numéro de lot, c'est celui qu'on a, et puis on va être capable de voyager sur tout le produit, du couvoir jusqu'aux plateformes de distribution. C'est basé sur les informations qu'on connaissait déjà. On n'a été chercher aucune nouvelle information dans les systèmes X ou Y, on a mis 0 capteur de plus. On a juste été essayer de valoriser ce qu'il y avait déjà dans nos systèmes. Et puis par exemple, si on zoome sur l'exploitation agricole, on va avoir tous les événements qui se passent, donc il y a une quarantaine d'événements qui ont été enregistrés dans l'exploitation, et tous les événements, quand on clique dessus, sont tous déclinés suivant le même format que le standard GS1, donc le standard EPCS. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais si vous cliquez, si on avait pris de la nutrition, on clique sur la nutrition et on a la carte de la nutrition. Alors, on n'est pas monté jusqu'à la provenance des céréales, parce que d'abord, on n'avait pas forcément toutes les informations facilement accessibles. Certaines étaient encore sur du papier à l'époque, puis il y avait un gros programme de refonte des systèmes de la nutrition animale, donc on s'est dit qu'on n'allait pas les embêter pour cette vague-là. On va venir assez vite dessus pour pouvoir remonter les chaînes au fur et à mesure et renaviguer dans tout ça. Voilà. Tout ceci génère-t-il des questions? Oui. Vos 30 000 adhérents, c'est des volontaires pour rentrer dans le projet? Alors aujourd'hui, nos adhérents, on ne leur a pas, alors je ne vais pas dire qu'on leur a pas demandé, ils utilisent déjà des systèmes pour saisir un certain nombre d'informations. Et c'est même une condition nécessaire pour accéder à certaines productions. Et contractuellement, dans le contrat lié à cette production, en particulier aux productions de la nouvelle agriculture, on a tout un volet sur l'utilisation des données, y compris d'un point de vue commercial, autour de la marque et de toutes les diffusions qu'on pourrait en faire. Ils sont conscients de ça, ils ont un... Alors je n'ose pas dire le mot engagement parce que je sais que juridiquement ça veut dire quelque chose. En tout cas, contractuellement avec eux, si, mais j'ai été picousé par mon juriste hier là-dessus, c'est pour ça. Qui me l'a dit. Mais mais on a bien tout un enrôlement, tout un engagement de nos agriculteurs que l'on emmène petit à petit, et ils sont volontaires. Hein, les photos que l'on montre des agriculteurs, ils sont volontaires pour signer, pour mettre en avant leur producteurs. Et ils sont volontaires pour rentrer dans les démarches la nouvelle agriculture. De toute façon, c'est des plans de progrès, et c'est bien au cœur même du système. Il y a les erreurs des clients qui marchent. Oui. Alors je vais dire autrement, mais oui, pourquoi pas un concurrent qui dirait mais attendez, vous êtes là, pourquoi vous ne viendriez pas chez nous? On y va aussi à un autre engagement coopératif ou un autre engagement entre l'adhérent et nous, parce que c'est aussi un moyen de le valoriser. Ça ne fonctionnera bien évidemment que si l'adhérent y trouve de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les productions de la nouvelle agriculture, il est mieux rémunéré parce qu'il est dans ce type de contrat. Donc il y a des éléments supplémentaires qui se font. C'est un pourcentage supplémentaire au kilo ou à la tonne de produits. Donc non, tout ça c'est bien intégré dans le modèle économique historique de la nouvelle agriculture sur lequel on est venu brancher ces mécanismes-là de traçabilité. Et d'un point de vue purement informatique, aujourd'hui, au quotidien opérationnel, aujourd'hui on a demandé 0 action supplémentaire à nos adhérents pour pouvoir afficher ça. C'est-à-dire que tous les événements que l'on valorise et qu'on affiche sont des événements qu'il enregistre déjà lui-même pour la production. Oui, c'est normal. C'est là que vous diffusez l'information à tout le monde. Et là, on diffuse de l'information. Il y a une crise sanitaire. Oui, on coupera dans ces cas-là. On va aller dans tous les fermes, ils n'ont pas compris.
Non, mais on maîtrise l'information aussi, donc ça veut dire que ce jour-là, on est capable de protéger nos agriculteurs et de mettre les messages d'alerte qui vont bien et de dire attention, rappel, et plutôt que d'avoir l'information sur d'où vient le produit, c'est attention, rappel, vérifier. Enfin là, je me place d'un point de vue marketing. Tout le projet qu'on a fait là, on l'a pensé à la fois sur un aspect R&D, diffusion de l'information, innovation, et un petit peu marketing. On travaille de main dans la main avec le marketing pour savoir précisément quoi fournir, comment, avec quel processus et quel mécanisme. Pas bien sûr. Plus fort, s'il vous plaît. Non mais enfin, ça fait, on parle de marketing et bien évidemment la gestion de crise est inclus dans ce type de mécanisme. Et enfin, si je remercie Claude, c'est pas pour rien. Si Claude est à l'origine du projet, au cas de la première version, et dans la deuxième, il est fortement. C'est pour ça que je demandais si tous les adhérents avaient adhéré volontaire. Non. Tous les adhérents qui sont la nouvelle agriculture, oui. Et pour l'instant, c'est réservé aux productions la nouvelle agriculture. Votre proportion d'agriculteurs qui ont adhéré à la nouvelle agriculture? Alors ça dépend des productions. Aujourd'hui, les productions sont aussi tirées par les capacités de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'on n'emmène pas quelqu'un dans un planning de la nouvelle agriculture si on n'est pas capable de valoriser les produits et d'avoir les débouchés nécessaires. Donc aujourd'hui, on est sur une montée en puissance qui est plutôt intéressante. Je crois qu'en volaille, on a 150 éleveurs à peu près qui sont engagés dans ce type de démarche sur un total de 800, toute production de volailles confondues. Donc bio, label ou autre. Avec une différence tarifaire au final pour le client. Alors la différence tarifaire de la nouvelle agriculture par rapport à du poulet standard, c'est une bonne question. Elle est pas importante sur le poulet. Je ne l'ai plus en tête. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne l'ai plus en tête. Je me souviens sur le porc, sur ce qui était acheté en plus, ce que les porcs étaient achetés en plus par rapport au cadran de purée à l'éleveur, c'était 12 centimes le kilo. C'est pas moi qui le dis, c'était Thierry Lambert qui l'a dit un matin sur RTL en pleine crise du cadran il y a 3 ans. Il a dit non, avec la nouvelle agriculture, nous on est mieux payé et on est au-dessus du 1,40. Et à l'époque on était à 1,29 le jour où il a dit. Donc on est au-dessus du 1,40, ça fait 12 centimes, c'est 1,41. Et ça fait 10%. Par contre, ça Non, après au niveau gustatif, c'est que du... Non, il y a des... Enfin, les procédures de la nouvelle agriculture, c'est pas que la traça. D'accord, ok. Il y a tout un tas de plans de progrès à côté sur le bien-être animal, sur la nourriture, c'est du BBC sans OGM. Enfin, Ok. il y a quand même pas mal de choses, il n'y a pas que ça. C'est un cahier des Et charges, c'est un cahier des charges complet, oui, qui est maîtrisé et qui est maîtrisé par des outils informatiques, entre autres. C'est-à-dire que toutes les informations qui rentrent, ou toutes les actions qui sont faites, sont toutes enregistrées et sont toutes codifiées avec un suivi sur la volaille. C'est journalier, hein, puisque de toute façon, le système comporte tout, à commencer par l'achat d'aliments. Et donc, il est obligé de passer par le système. Donc, renseigner, j'ai fait un achat d'aliments et j'ai mis des huiles essentielles, ça ne prend pas plus de temps. Et ça, Et c'est donc, dans il le fait. l'outil de traçage. C'est dans l'outil d'élevage. C'est dans l'outil de conduite d'élevage. Et dans l'outil de conduite d'élevage, nous on extrait de l'outil de conduite d'élevage les informations et je pourrais vous montrer un petit peu plus en détail et il n'y a pas de souci. On a Il y a la une définition question de aussi. prix aussi dans l'outil de traçabilité. On l'a pas mis pour l'instant, on n'a mis aucune donnée tarifaire. Et l'usage du signe, donc vous l'utilisez comme marque en fait, le signe que vous utilisez pour... Nouvelle agriculture. La nouvelle agriculture, Ouais, ah, c'est une marque, oui, la nouvelle agriculture c'est une marque. d'accord. Et vous communiquez sous la marque avec des critères que doit avoir le produit qu'on va trouver sur la marque, ou c'est uniquement pour dire, voilà, vous avez trouvé quelque chose qui respecte des règles, etc. Mais il n'y a pas les critères ne sont pas identifiés. C'est-à-dire que si j'achète le produit, est-ce que la marque, je sais que la marque correspond à un cahier des charges donné en tant que consommateur, ou est-ce que je sais juste que... Non, il y a les claims sur l'emballage, BBC sans OGM. Et du coup, vous l'avez déposé, c'est une marque de certification vous avez, Non, c'est une marque privée qui est déposée. La question c'est est-ce que c'est reconnu par un certificateur? Est-ce qu'il y a un organisme certificateur certainement qui a Bureau Veritas. Voilà. Et vous l'avez déposé en tant que marque simple. Alors là, Parce que là, sur le plan juridique, il y a une vraie question quand même. Vous affichez la marque comme une marque de certification. C'est-à-dire que Comme une promesse. Associé à certifié par. Ouais. non, il n'y a pas de. C'est une marque. si la marque correspond à un cahier des charges, c'est avec Du contrôle tiers. du quoi Du contrôle tiers, et ça doit être quelqu'un dans ce cas-là. Encore un autre. s'il y a pas, pardon, la juridique, on peut y songer, mais là, il y a une vraie question. On n'est pas très loin, à partir du moment où
À partir du moment où la marque correspond au respect d'un cahier des charges? Non, parce que la certification produit en label rouge dépend d'un cahier des charges qui est validé par l'autorité INAO. Par contre, on a les contrôles tiers qui contrôlent qu'un cahier des charges privé validé par un organisme de certification est contrôlé par un organisme de certification. Et c'est pas sur le process de certification, ça, c'est l'affichage. C'est quand même la marque renvoie un cahier des charges technique, on l'affiche comme marque de certification. Non, il y a contrôlé par et certifié par qui est un peu différent. Appel à vigilance. Appel à vigilance. Sous quel code vous l'avez inscrite à l'API, savoir si c'est une marque commerciale ou si ça renvoie effectivement. Alors là, j'en sais strictement rien. C'est à voir avec mon service juridique qui a déposé la marque. Oui, c'est avec l'avocat. Une question. Vous disiez en préambule que c'était pour chaque strate de la chaîne que les agriculteurs soient mieux rémunérés. C'était votre argument. Aujourd'hui, vous négociez, vous êtes mettant en rayon dans les distributeurs belges, comme d'autres marques que vous avez dans votre coopérative. Et donc, qu'est-ce qui change en fait dans la valorisation des produits et donc dans le prix de revient, ils gagnent plus parce qu'il y en a un qui perd moins ou c'est parce qu'on vend plus cher le produit Alors, je ne rentrerai pas dans le mécanisme de construction de prix complètement, puisque ça fait partie de la stratégie du groupe, mais on a mis une prime sur ce type de mécanisme pour forcer à rentrer dans ces débats-là. Tout agriculteur qui rentre dans les plannings de la marque La Nouvelle Agriculture rentre dans un plan de progrès, donc là aussi avec des investissements qu'il doit réaliser, avec des engagements qui sont pris vis-à-vis de la COP, donc ça rentre dans le modèle économique global, c'est pas juste sur un lot. C'est bien des plannings qui sont pluriannuels et des rentrées sur les plannings de manière pluriannuelle, sur des engagements de contrat. Alors je ne veux surtout pas aller sur ce terrain-là en réponse parce que je pense que je vais me prendre les pieds et pas que dans le tapis, ou en tout cas très très vite. Mais non, on est bien, on s'est bien intégré complètement dans le modèle avec un produit qui est vendu un petit peu plus cher qu'un produit standard, puisqu'il y a quand même des choses en plus. Et ça, c'est la négociation entre nous et l'ensemble de nos acteurs de la distribution. Il est vendu plus cher d'une part, mais on n'est pas non plus au prix d'un label, clairement pas, d'un label rouge, mais c'est un produit qui coûte plus cher qu'un produit standard. Et là-dessus, et sur d'autres types de contrats avec d'autres types de distributeurs, en particulier ce que va être restauration ou autre, là on est sur des écarts de rémunération, des engagements qui sont bilatéraux, c'est-à-dire entre la COP et les industriels de la restauration par exemple, je sais pas moi, Elior, Copas, Sodexo, qui sont engagés, que l'on engage avec nous et qui sont prêts à investir un petit peu plus que juste le contrat pour aider là aussi à la conversion et à la capacité à monter en puissance. C'est bon? Juste pour gérer correctement le temps et nous laisser un peu le temps de déjeuner, je propose qu'on applaudisse notre intervenant. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions entre les intervenants qui pourraient vous mettre plus à l'aise pour les tables rondes de l'après-midi? Est-ce que les choses sont à ce moment-là suffisamment claires? Si pendant le repas, il y a des choses qui émergent, vous aurez droit, au moment de la sieste, de partager de nouvelles questions. Sentez-vous très à l'aise là-dessus. Pour information, la salle va être modifiée. Donc, si vous voulez mettre vos affaires sous les tables ou dans un coin, enfin voilà, parce que toutes les chaises vont être déplacées pour faire des tables rondes. Vu qu'il n'y a pas eu de pause et tout, on va laisser 10 minutes de pause là, profiter du soleil, de la mer. Et donc, la table est juste derrière la cloison, donc on ne sera pas loin. D'ailleurs, on met le repas. Et on va essayer malgré tout de reprendre à 14h, voire 14h15 au plus tard. Bon appétit à tous, en tout cas, et merci pour les participations. On peut laisser nos affaires ici. Ouais, tout à fait.